Il y a des voix qui traversent les murs, qui traversent les frontières, les langues, les générations, les classes sociales. Des voix qui touchent quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un opéra de sa vie et qui l'émeuvent autant qu'un mélomane qui connaît chaque note par cœur. Luciano Pavarotti avait cette voix-là. Ce ténor d'une pureté et d'une puissance qui ne ressemblait à rien de ce qu'on avait entendu avant lui. Quand il ouvrait la bouche, quelque chose se passait dans la salle qui dépassait la technique et l'interprétation. Quelque chose qui allait directement au cœur des gens sans leur demander leur permission. Il est mort le 6 septembre 2007 à Modène, en Italie, sa ville natale. Un cancer du pancréas diagnostiqué quelques mois plus tôt avait eu raison d'un corps qui avait servi d'instrument exceptionnel pendant plus de 50 ans. Il avait 71 ans, et il laissait derrière lui une œuvre musicale monumentale, une carrière qui avait redéfini ce que le chant lyrique pouvait représenter pour le grand public, et une vie privée qui avait fait autant de bruit que sa voix. Parce que Pavarotti n'était pas seulement un chanteur. C'était un homme avec ses passions, ses contradictions, ses erreurs et ses grandeurs. Un homme qui avait construit une première vie solide et respectée avec sa femme à Duaveroni, et qu'il avait fracturé brutalement en tombant amoureux d'une femme 34 ans plus jeune que lui. Une rupture publique, douloureuse, que les médias du monde entier avaient suivie avec une avidité qui ne laissait aucune intimité à ceux qui la vivaient. Mais avant de parler de cette rupture et de ce qu'elle signifiait, il faut parler des enfants. Parce que c'est eux qui portent aujourd'hui tout ce que Pavarotti a laissé. Sa musique, son nom, ses contradictions, et l'héritage d'un homme qui les a aimés d'une façon particulière, intense parfois, maladroite souvent, mais réelle. Luciano Pavarotti naît le 12 octobre 1935 à Modène. Fils d'un boulanger amateur de chant lyrique qui lui transmet très tôt l'amour de la voix et de la musique. L'enfance est modeste mais chaleureuse. La guerre passe sur Modène comme elle passe sur toute l'Italie. Et le petit Luciano grandit avec cette combinaison particulière de joie de vivre italienne et de conscience que les choses peuvent basculer rapidement. Sa voix se révèle très tôt comme quelque chose d'exceptionnel. Il étudie. Il travaille. Il développe cette technique qui permettra à son ténor de traverser les années sans s'abîmer, ou presque. Et en 1961, il fait ses débuts professionnels dans le rôle de Rodolfo dans la Bohème de Puccini, à Reggio Emilia. Personne ne sait encore que ce jeune homme de 25 ans va devenir l'une des voix les plus reconnues du monde entier. La même année, il épouse à Duaveroni. Une femme solide, intelligente, discrète. Une femme qui croit en lui quand la carrière n'est encore qu'une promesse. Ensemble, ils auront 3 filles. Lorenza, née en 1962. Cristina, née en 1964. Giuliana, née en 1967. 3 filles qui grandissent avec un père dont la carrière explose progressivement, qui occupe de moins en moins la maison familiale et de plus en plus les plus grandes scènes du monde. Parce que la carrière de Pavarotti décolle dans les années 1960 et 1970 avec une force qui emporte tout. La Scala de Milan, le Metropolitan Opera de New York, Covent Garden à Londres, les plus grandes scènes lyriques du monde entier, et puis les concerts pop. Cette révolution qu'il opère en sortant l'opéra des salles feutrées pour le mettre dans des stades. Les triténors avec Placido Domingo et José Cara. Le concert de Central Park en 1993 devant 200 000 personnes. Le concert de Hyde Park à Londres. Ces moments où la musique classique touche soudainement des millions de personnes qui n'auraient jamais imaginé être touchées par un ténor d'opéra. Pendant tout ce temps, Adua tient la maison. Elle élève les 3 filles. Elle gère l'absence d'un mari qui est partout dans le monde et rarement là où il devrait être le plus souvent. Cette façon de tenir que les femmes de cette génération connaissent bien. Cette façon de construire une famille malgré tout, avec les matériaux qu'on a, dans les conditions qu'on ne choisit pas entièrement. Lorenza, Cristina et Giuliana grandissent donc avec un père célèbre et souvent absent. Cette combinaison particulière que les enfants de célébrités connaissent. Cette façon d'être fier de quelqu'un qu'on voit peu. Cette façon d'aimer quelqu'un dont l'image publique est plus familière parfois que la présence réelle dans le quotidien. Les 3 filles ont des caractères différents, des façons différentes de naviguer dans cet héritage. Mais elles partagent cette expérience commune d'avoir eu Pavarotti pour père tout en ayant souvent Adua pour seul parent réellement présent. Appuyez sur le pouce bleu si cette histoire vous touche. Et dites-nous en commentaire, saviez-vous que Pavarotti avait eu des enfants de 2 femmes différentes? On vous lit tous. Et puis arrive 1996. L'année qui change tout dans la vie privée de Pavarotti. Et qui va faire autant de bruit que ses concerts.
Nicoletta Mantovani est une jeune femme italienne de 26 ans qui travaille comme assistante dans l'entourage de Pavarotti. Il a 60 ans. 34 ans les séparent. Ce que beaucoup appelleront une aventure sans suite se révèle être quelque chose de plus profond. Pavarotti tombe amoureux. Vraiment amoureux. Avec cette intensité particulière de quelqu'un qui n'avait peut-être pas connu ce sentiment avec la même acuité depuis longtemps. Il quitte Adua. Pas élégamment. Pas discrètement. Publiquement. Brutalement. Après 34 ans de mariage. Après 3 filles. Après une vie construite ensemble. Et cette rupture fait le tour du monde. Pas parce que c'était le premier grand homme à quitter sa femme pour une femme plus jeune. Mais parce que c'était Pavarotti. Parce que tout ce que faisait Pavarotti était immense. Y compris ses erreurs. Adua Veroni a réagi à cette trahison avec une dignité qui force le respect. Elle n'a pas alimenté le scandale. Elle n'a pas accordé d'interview pour se justifier ou pour attaquer. Elle a continué à vivre. À élever ses filles. À maintenir cette classe qu'elle avait toujours eue. Les 3 filles, elles, ont dû gérer quelque chose de difficile. Voir leur père quitter leur mère pour une femme presque de leur âge. Voir la famille qu'elles avaient connue se fracturer publiquement. Et trouver leur propre façon de se situer par rapport à ça. Par rapport à leur père qu'elles aimaient mais qui avait blessé leur mère d'une façon qui ne s'oublie pas facilement. Nicoletta Mantovani et Luciano Pavarotti se marient en 2003, après 7 ans de relation. Et en 2003 également, ils ont une fille, Alice. Née par fécondation in vitro, une méthode que Nicoletta et Luciano avaient utilisée après avoir perdu un premier bébé, un garçon mort-né. Ce deuil discret, peu médiatisé, avait été l'une des épreuves les plus dures de cette relation. Et la naissance d'Alice, après cette perte, avait une signification particulière pour les deux. Alice Pavarotti, née en 2003. Son père a 67 ans. Il mourra 4 ans plus tard, en 2007. Alice aura 4 ans quand elle perdra son père. 4 ans. L'âge où les souvenirs commencent à peine à se former. L'âge où une absence devient un manque qu'on mettra des années à comprendre et des décennies à apprivoiser. 4 enfants. 4 femmes impliquées dans des façons différentes. Une vie amoureuse qui a autant marqué la biographie de Pavarotti que sa musique. Et des héritages différents pour chacun de ses enfants. Ce que Lorenza, Cristina, Juliana et Alice ont fait de cet héritage, c'est une histoire qui mérite d'être racontée entièrement. Parce qu'elle dit quelque chose sur ce qu'on reçoit quand on est l'enfant de quelqu'un d'immense. Et sur la façon dont on apprend à vivre avec un nom qui ne vous appartient jamais entièrement. Il faut s'arrêter sur quelque chose d'essentiel pour comprendre la suite. Pavarotti n'était pas seulement un père absent parce que sa carrière l'emportait. Il était aussi quelqu'un qui avait du mal à exprimer ses sentiments dans les formes ordinaires. Un homme qui pouvait faire pleurer des milliers de personnes avec sa voix et qui ne savait pas toujours trouver les mots justes dans une conversation intime avec ses propres enfants. Ce paradoxe est au cœur de beaucoup de grands artistes. L'expression artistique comme substitut à l'expression émotionnelle directe. La scène comme espace de vérité que la vie privée n'offre pas toujours aussi clairement. Ses filles ont grandi avec ça. Avec ce père qui donnait tout sur scène et qui avait parfois moins à donner dans les moments du quotidien. Qui les aimait profondément mais qui ne le montrait pas toujours de la façon dont elles auraient eu besoin qu'il le montre. Cette réalité-là, ni bonne ni mauvaise en elle-même, mais simplement réelle, a façonné leur relation avec lui et la façon dont elle porte son héritage aujourd'hui. Lorenza est l'aînée. Elle a 63 ans aujourd'hui. Elle a vécu toute la trajectoire de la carrière de son père. Les débuts modestes, l'ascension, le sommet, et la rupture d'avec sa mère. Elle a eu assez de temps avec lui pour construire une relation qui dépasse les images publiques. Pour connaître l'homme derrière la voix. Et pour choisir consciemment ce qu'elle gardait de cet homme dans sa propre vie. Cristina a 61 ans. Elle a été plus proche de son père dans certaines périodes. Elle a été impliquée dans certains aspects de sa carrière et de sa vie publique. Et elle a trouvé sa façon propre de tenir l'héritage. Pas en se mettant en avant. En veillant. Juliana, la plus jeune des 3 filles d'Adua, a 58 ans. Elle a traversé la rupture familiale à un âge où elle était déjà adulte et capable de mettre les choses en perspective. Même si les blessures ne disparaissent pas avec l'âge adulte. Elles prennent juste des formes différentes. Et puis il y a Alice. La petite dernière. La fille de Nicoletta. Qui avait 4 ans quand son père est mort. Qui a grandi avec son image, sa voix, son absence. Et qui doit aujourd'hui, à 21 ans, trouver sa propre façon d'exister avec un nom qui pèse autant que le sien. Ces 4 femmes sont les héritières de Pavarotti.
pas seulement de sa fortune, de sa mémoire, de tout ce qu'il a été, et de tout ce qu'il n'a pas eu le temps d'être pour chacune d'elles. La mort de Pavarotti en septembre 2007 a provoqué un deuil mondial. Des cérémonies, des hommages dans les plus grandes salles de concert du monde, des minutes de silence. Et cette douleur collective particulière qu'on ressent quand quelqu'un dont la voix a accompagné des moments importants de notre vie disparaît. Parce que la voix de Pavarotti était présente partout. Dans les films, dans les publicités, dans les cérémonies officielles, dans les soirées où on mettait de la musique sans vraiment savoir que ce serait lui qu'on garderait en mémoire. Mais pendant que le monde pleurait la voix, 4 femmes pleuraient leur père. 4 femmes avec des histoires différentes, des relations différentes à cet homme, des façons différentes de vivre ce deuil. Et c'est leur histoire qu'on va raconter dans la suite. Parce que derrière la légende, il y avait un père. Imparfait, humain, parfois décevant et souvent magnifique. Et ces filles méritent qu'on parle d'elles autrement que comme des appendices de la biographie officielle. Elles méritent qu'on raconte ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles ont construit, et ce qu'elles font de cet héritage immense et complexe qui leur est tombé dessus le jour où leur père a pris sa dernière respiration à Modène. C'est cette histoire-là qu'on continue maintenant. La guerre de l'héritage Pavarotti n'a pas fait autant de bruit que celle de Johnny Hallyday. Mais elle a existé. Elle a été réelle. Et elle a révélé des tensions profondes entre les 2 familles que Pavarotti avait construites successivement. D'un côté Aduin et ses 3 filles. De l'autre Nicoletta et Alice. 2 camps. 2 légitimités différentes. Et un patrimoine considérable à gérer. La fortune de Pavarotti était estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Des droits musicaux qui continuaient de générer des revenus considérables. Des propriétés en Italie, à Monte-Carlo, aux États-Unis. Des collections d'art. Des investissements. Et ce nom qui est lui-même une valeur commerciale. Chaque utilisation du nom Pavarotti dans un contexte commercial, chaque compilation posthume, chaque concert hommage, chaque documentaire, génère des droits que quelqu'un perçoit. Ce quelqu'un, après la mort de Pavarotti, c'est Nicoletta Mantovani. En tant qu'épouse légitime au moment du décès, elle hérite de la part principale du patrimoine conformément à la loi italienne. Les 3 filles d'Adua ont également droit à leur part de réserve héréditaire. Mais la gestion quotidienne de l'héritage, les décisions sur l'image, sur les projets posthumes, sur la façon dont le nom Pavarotti est utilisé dans le monde, tout ça revient principalement à Nicoletta. Cette répartition a créé des frictions. Les filles aînées n'ont pas toujours été d'accord avec les décisions de Nicoletta sur la gestion de l'image de leur père. Il y a eu des désaccords, des tensions, des moments où les 2 familles se retrouvaient en position d'adversaire sur des questions qui touchaient à la mémoire d'un homme qu'elles avaient toutes aimé à leur façon. Ces conflits ont été gérés discrètement pour la plupart. Pas d'éclat public comparable à la guerre Hallyday. Pas de procès médiatisé. Une discrétion qui correspond peut-être à la culture italienne dans ces matières. Ou peut-être simplement à la personnalité des personnes impliquées, qui ont préféré gérer leurs différends sans exposer leur douleur au regard du monde. Nicoletta Mantovani a aujourd'hui 55 ans. Elle a consacré une grande partie des années depuis la mort de Pavarotti à préserver et développer son héritage. Elle gère la Fondation Pavarotti. Elle supervise les projets qui portent son nom. Elle veille à ce que la mémoire de Luciano soit maintenue avec la dignité et la qualité qu'il méritait. Et elle élève Alice, leur fille commune, dans cet environnement particulier où le père est omniprésent à travers sa musique et son nom même s'il n'est plus physiquement là. Alice Pavarotti a 21 ans aujourd'hui. Elle a grandi sans son père, mort quand elle avait 4 ans. Elle a grandi avec sa voix, avec ses enregistrements, avec les hommages qui reviennent régulièrement dans les médias, avec les gens qui lui parlent de son père avec une émotion qui dit quelque chose sur l'impact qu'il a eu mais qui ne lui donne pas ce qu'elle aurait eu besoin. Sa présence, ses mots, ses bras autour d'elle. Alice est une jeune femme qui commence à construire sa vie. Elle a évité les projecteurs pendant longtemps. Sa mère a veillé à lui offrir une enfance aussi normale que possible dans des circonstances qui ne l'étaient pas. Et maintenant qu'elle avance dans l'âge adulte, elle commence à se demander ce qu'elle veut faire de ce nom. Comment elle veut l'habiter. Si elle veut l'habiter publiquement ou si elle préfère l'existence discrète d'une jeune femme qui vit sa vie loin des projecteurs que son père a illuminés pendant toute sa carrière. Cette question-là, tous les enfants de célébrités se la posent un jour. Et il n'y a pas de bonne réponse. Il y a seulement celle qu'on choisit, avec tout ce qu'elle implique comme conséquence.
Du côté des filles d'Adua, les choses ont pris des directions différentes selon les personnalités. Lorenza, l'aînée, a choisi une vie relativement discrète. Elle porte le nom Pavarotti mais elle ne le met pas en avant comme un étendard. Elle vit, elle construit, et elle maintient une connexion avec l'héritage de son père d'une façon qui lui appartient. Cristina a été plus impliquée dans les questions liées à l'héritage artistique et musical de son père. Elle a participé à des projets commémoratifs. Elle a pris position sur certaines questions liées à la gestion de l'image paternelle. Et elle a essayé, avec ses sœurs, de maintenir une voix dans les décisions qui concernent la mémoire de Luciano même quand ces décisions revenaient principalement à Nicoletta. Juliana, la plus jeune des trois, a suivi un chemin qui lui ressemble. Moins visible que ses sœurs dans l'espace public. Plus concentrée sur sa propre vie, sur sa famille, sur ce qu'elle a construit en dehors du nom Pavarotti. Les trois sœurs maintiennent une relation fraternelle. Elles ont traversé ensemble des choses difficiles. La rupture de leurs parents, la reconstruction de chacune dans l'après, et le deuil de leur père. Ces expériences partagées créent des liens que rien d'autre ne peut créer. Même quand les chemins divergent dans le quotidien. Il faut parler d'Adua Veroni dans cette histoire. Parce qu'elle est au cœur de tout ça même si elle n'est plus au premier plan. Adua a vécu la trahison de Pavarotti avec une dignité remarquable. Elle ne s'est pas effondrée en public. Elle n'a pas accordé d'interview vengeur. Elle a continué à exister, à être la mère de ses filles, à porter sa propre vie en avant. Elle est morte en 2013, 6 ans après Pavarotti, d'un cancer, dans une discrétion qui ressemblait à la façon dont elle avait toujours vécu, sans grand bruit, avec cette classe tranquille qui avait été sa marque pendant toute sa vie aux côtés de l'homme le plus bruyant du monde lyrique. Sa mort a affecté profondément ses trois filles. Perdre leur mère 6 ans après avoir perdu leur père les a laissées orphelines dans le sens le plus concret du terme. Plus de parents. Plus de ce foyer d'origine autour duquel on revient même quand on a construit sa propre vie ailleurs. Juste elle. Et l'héritage de 2 personnes qu'elles avaient aimées d'une façon différente mais entièrement. Luciano Pavarotti aimait la vie avec une intensité qui débordait de partout. La nourriture. La musique. Les femmes. Les voyages. Cette joie de vivre italienne authentique qui se retrouvait dans sa façon de chanter, dans sa façon d'embrasser les gens, dans cette présence physique immédiate et chaleureuse qui mettait les gens à l'aise instantanément. Ses enfants ont hérité quelque chose de cette vitalité. Pas tous de la même façon, pas tous dans les mêmes domaines, mais cette façon d'être pleinement dans la vie, de ne pas faire les choses à moitié, de mettre quelque chose d'essentiel dans ce qu'on fait. C'est peut-être ça, finalement, le plus bel héritage de Pavarotti. Pas la fortune, pas les droits musicaux, pas même la voix qu'aucun d'eux n'a hérité dans les mêmes proportions. Mais cette façon d'être vivant pleinement. Cette conviction que la vie mérite qu'on lui donne tout ce qu'on a. Lorenza, Cristina, Juliana et Alice avancent avec ça. Chacune à leur façon. Avec tout ce que leur père leur a laissé de beau. Et avec tout ce qu'il n'a pas pu leur donner parce que le temps n'était pas suffisant. Parce qu'il était trop souvent ailleurs. Parce qu'il était humain avant d'être une légende. Pavarotti est mort en 2007. Sa voix est encore partout. Dans les films. Dans les salles de concert. Dans les compilations qui continuent de se vendre. Dans les téléphones de millions de personnes qui ont Nessun Dorma comme sonnerie sans nécessairement savoir pourquoi cette mélodie leur fait quelque chose. Et dans les vies de 4 femmes qui l'ont connu autrement que par les disques. Qui l'ont connu comme père. Imparfait. Magnifique. Absent et présent. Humain jusqu'au bout. C'est ça, l'histoire des enfants de Pavarotti. Pas une légende. Une famille. Avec tout ce que ça implique de compliqué et de précieux en même temps. Dites-nous en commentaire quel souvenir vous avez de la voix de Pavarotti. La première fois que vous l'avez entendue. La chanson qui vous touche le plus. On vous lit tous. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Il faut aussi parler de la façon dont le nom Pavarotti continue de vivre dans le monde de la musique classique et au-delà. Parce que l'héritage d'un artiste de cette stature ne se limite pas à sa famille biologique. Il s'étend à toute une communauté. Aux chanteurs qu'il a inspirés. Aux directeurs artistiques qui ont façonné leur vision de l'opéra en regardant comment il travaillait. Aux producteurs qui ont compris grâce à lui que la musique classique pouvait toucher des publics immenses si on lui donnait les bons écrans. Les triténors ont été un moment culturel unique. 3 hommes sur une scène, en 1990 à Rome pendant la Coupe du monde de football, qui ont réuni des centaines de millions de téléspectateurs autour d'un concert d'opéra. C'était inimaginable avant eux.
Et c'est devenu possible parce que Pavarotti, Domingo et Cara avaient compris que la musique classique n'avait pas besoin de rester enfermée dans ses temples. Elle pouvait sortir. Elle pouvait respirer sous le ciel. Elle pouvait toucher tout le monde. Cette vision-là a changé le rapport du grand public à la musique classique. Et cet héritage-là appartient à tout le monde. Pas seulement à ses filles. Pas seulement à Nicoletta. À tous ceux qui ont découvert la beauté d'un ténor dans un stade ou dans un salon en regardant la télévision un soir de 1990. Les filles de Pavarotti grandissent avec cet héritage collectif en plus de l'héritage personnel. Elles ne peuvent pas allumer la télévision ou ouvrir Spotify ou passer devant une affiche de concert sans rencontrer quelque chose qui ramène à leur père. Cette omniprésence peut être réconfortante. Elle peut aussi être épuisante. Selon les jours. Selon l'humeur. Selon ce qu'on porte à l'intérieur ce matin-là. Elles ont appris à vivre avec ça. Chacune à sa façon. Et cette façon de vivre avec l'omniprésence d'un père disparu est peut-être le travail le plus difficile et le moins visible de tous ceux qu'elles ont accomplis depuis 2007. Lorenza a plus de 60 ans. Christina approche la soixantaine. Juliana a 58 ans. Alice a 21 ans. 4 générations presque dans une même famille. 4 rapports différents à un même homme. Et 4 façons différentes de continuer à avancer avec ce qu'il leur a laissé. Ce que le grand public voit de tout ça est minime. Quelques apparitions lors d'événements commémoratifs. Quelques photos dans les archives. Quelques déclarations rares. Mais derrière cette discrétion, des vies entières. Des histoires qui méritent d'être racontées. Des femmes qui ont fait de cet héritage quelque chose de vivant plutôt qu'un musée. Pavarotti aurait aimé ça. Cette façon de continuer sans se pétrifier dans la révérence. Cette façon de vivre pleinement même avec le poids de son absence. Il aimait la vie trop fort pour vouloir que ses enfants s'arrêtent de vivre à cause de lui. Et ils ne se sont pas arrêtés. Aucun d'eux. C'est peut-être le plus beau témoignage qu'il pouvait lui rendre. Luciano Pavarotti. 12 octobre 1935, 6 septembre 2007. Une voix qui a traversé le monde. Une famille qui continue de la porter. Et 4 enfants qui avancent avec tout ce qu'il leur a laissé de magnifique et de compliqué. C'est ça, l'héritage d'un père. Pas seulement ce qu'on voit sur scène. Tout ce qu'on laisse dans les cœurs de ceux qui vous ont aimé avant que le monde entier ne le fasse. Nessun dorma. Personne ne dort. C'est le titre de l'aria la plus célèbre de Pavarotti. Et d'une certaine façon, c'est aussi ce que ses enfants vivent. Personne ne dort vraiment quand on porte ce nom. Quand on est la fille de quelqu'un qui a chanté pour le monde entier. Mais on continue quand même. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Et parce que c'est tout ce que Pavarotti aurait voulu.